vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à l'Ogdunum Musée Théâtre Romain. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le cadre de cette conférence qui s'inscrit elle-même dans le cadre de l'exposition temporaire Un empire des peuples. Et aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le plaisir d'accueillir Nathalie Barandon, qui est professeure d'histoire ancienne à l'université Reims-Champagne-Ardenne et membre du centre de recherche en histoire culturelle. Donc, spécialiste de la domination romaine, que ce soit de l'administration de l'Empire comme de la romanisation, vous avez exploré un des aspects les plus sombres de cette domination, les massacres. D'ailleurs, vous leur avez consacré un ouvrage paru aux éditions Fayard en 2018. Depuis, vous coordonnez un programme de recherche sur les transgressions en temps de guerre, nommé Parabaino, si je prononce bien. Vous vous intéressez donc plus largement à la violence des Romains. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez voulu travailler sur un tel sujet ? Merci pour votre accueil et merci au public d'être aussi nombreux pour cette présentation. Alors, vous l'avez dit, dans mon travail, j'ai commencé plutôt par parler de la provincialisation, de l'administration, de la romanisation, par exemple, et qui sont des thèmes pour lesquels nous avons le plus de traces. Je pense notamment aux monuments qu'ont laissés les Romains et, par exemple, en cette belle ville de Lyon, tous les monuments laissés donc de l'Ogdunum. Donc c'est vrai que ce qui paraît parfois le plus évident, c'est ce talent de bâtisseur et de créateur d'empire qui sont souvent d'ailleurs ces talents valorisés dans les documentaires et ici dans cette exposition qui est le cadre de cette conférence. Mais les Romains ont aussi une image liée à la violence. On pense notamment aux arènes. Et cette image que l'on retrouve bien souvent dans la plupart des films ou des séries. Alors, j'ai mis quelques illustrations. On pense bien sûr à Gladiator, 1 et 2, j'ai mis le 1. Spartacus, ceux qui vont mourir vous saluent. Donc, qui représente cette image du gladiateur romain qui leur colle à la peau. Et quand les films ou les séries ne parlent pas de gladiateurs, ils parlent de souverains tyranniques, d'empereurs tyranniques, et donc particulièrement violents, que sont Néron, Commode, Domitien ou encore Caracalla. Et troisième type de sujet qui est souvent pris comme support donc de ces films ou de ces séries, ce sont les guerres civiles romaines, et je pense notamment à la série Rome, et moins connue à celle qui s'appelle Domina. Donc on pourrait penser que les Romains sont un peu comme le dieu Janus, ont-ils eu deux visages finalement, celui de bâtisseur, celui de créateur d'empire, et le visage de destructeur, voire de massacreur. Dans la recherche académique, longtemps aussi a été valorisée cette violence romaine, et souvent d'ailleurs en opposition avec les Grecs, comme si les Romains étaient violents et les Grecs étaient sages, les Romains des soldats et les Grecs des philosophes. Or, la guerre a été permanente dans toute la Méditerranée antique, elle n'a pas concerné que les Romains, et les cas de violence extrême, par exemple ceux que vous avez cités, le programme Parabaino, qui étudie aussi bien le monde grec que le monde romain. L'image même des Romains, un citoyen, soldat, paysan, est une image référentielle, mais on connaît bien d'autres aspects de la culture romaine, que ce soit sa philosophie ou sa littérature. Et récemment, donc, la thèse de la docteure Sophie Hulot a montré, par exemple, que les Romains étaient sensibles au coût humain de la guerre. Et donc cette image de Romains tout particulièrement violents, notamment par rapport aux autres sociétés antiques, est remise en question ces derniers temps dans la recherche académique. Il n'empêche, il est vrai que la violence, l'exercice de la violence, et notamment une violence extrême, est quelque chose de courant dans l'Antiquité et dans les sources littéraires, et notamment les sources littéraires qui nous racontent l'histoire de Rome. Et donc cette violence extrême interroge bien sûr, j'en tiens
exemple, hein, la guerre des Gaules de Jules César, qui est truffée, bien sûr, de la guerre, mais aussi de massacres, de pertes humaines colossales, de destruction. Et pour nos sociétés actuelles, hein, avec notre sensibilité, on est quand même surpris de cette violence qui est racontée par son perpétrateur. Donc si on ne doit pas réduire les Romains à l'usage de la violence, on ne peut pas nier hein, des pratiques que nous jugeons extrêmement violentes de nos jours et qui pourtant sont à l'origine de cet immense empire qui est un empire qui a voulu être celui de la paix. C'est pour ça que donc cette violence, je le disais, à mon avis, trouve sa place dans cette exposition et je vous remercie de m'avoir convié à en parler avec vous. D'autant que cette violence de masse a touché l'ensemble de la conquête en Méditerranée et donc a touché de nombreux peuples de la Méditerranée. Alors, qu'entendez-vous par violence de masse? Alors, bien sûr, la notion de masse, immédiatement, on pense au nombre. Il s'agit donc d'un grand nombre de morts. Et c'est ainsi, si j'ai pris... Alors, je me suis permise de vous préparer quelques textes qui témoignent de cette situation. Selon Pline l'Ancien, les conquêtes césariennes ont fait plus de 1,2 million de morts. Et ces conquêtes font la fierté de Rome, hein, la fierté de César, mais la fierté des Romains dans l'ensemble. Dans ce passage, Pline compare César à Pompée et il rend compte justement d'une inscription monumentale qu'il a vue à Rome dans le temple de Minerve, dans laquelle Pompée revendique sa victoire avec ce que nous dit Pline. Hein, Pompée avait vaincu, mis en fuite, tué ou soumis 12 183 000 hommes, coulé à bas, pris des 846 vaisseaux, reçus jusqu'à la soumission de 1538 Oppida et Castellas. Les chiffres sont extrêmement précis car c'est le décompte qu'a rendu Pompée lors de son triomphe. Subjuguer tout le pays depuis le Palus Méotide, hein, c'est la mer d'Azov, jusqu'à la mer Rouge. Pline, donc, dans sa comparaison, achève hein, son paragraphe sur la gloire hein, qui découle de ces conquêtes, puisqu'il a fait, dit-il, hein, de l'Asie le centre de l'Empire romain. Bon, il exagère un peu, mais il veut bien rendre compte de la dimension extraordinaire hein, des conquêtes de Pompée. Et il revient sur la comparaison avec les exploits de César, qu'il peut critiquer malgré tout, hein, mais dont il rend compte. Et donc la carte, là, vous voyez en jaune, bien sûr, la conquête des Gaules, mais aussi la Numidie, puisque, dit-il, hein, si l'on voulait par comparaison passer de la même manière en revue les exploits de César, qui a paru plus grand que Pompée, il faudrait énumérer toutes les parties de la terre et ce serait entrer dans des détails infinis. Puisqu'il tient compte aussi des guerres civiles et que César, donc là, les guerres civiles entre César et Pompée, se sont déroulées dans presque tout l'Empire, notamment aussi avec les fils de Pompée, ce qui lui a permis d'intégrer la Numidie, qui est donc ici en jaune. Donc les conquêtes de la Gaule, les conquêtes liées aux guerres civiles, et les guerres civiles ont concerné tout l'Empire romain. Et ainsi, les chiffres sont considérables. Ils sont à la hauteur, que ce soit les conquêtes de César ou de Pompée, des guerres entreprises et des dimensions de l'Empire romain qui touchent, alors la carte est un peu coupée, hein, mais qui touchent tout le pourtour de la Méditerranée. Mais ce sont en général les chiffres, ce qui intéresse dans le triomphe, c'est de compter le nombre d'ennemis morts, et ce sont en général, ou réduits en esclavage, les soldats. Hein. Or, ce qu'on appelle violence de masse, ce n'est pas uniquement le nombre de morts, c'est un ensemble de violences perpétrées. Au début du XXe siècle, Camille Jullian, qui nous raconte, donc qui nous a raconté, enfin qui a écrit une histoire de la Gaule, concluait le passage, les chapitres sur la conquête par César, en montrant bien que l'Empire s'était construit sur les cendres de la guerre. Il écrit « Maintenant, César peut être tranquille,
les trésors volés, les guerriers morts, les terres saccagées, les familles détruites, épuisées, misérables et épouvantées, la Gaule ne bougera plus. Et un peu plus loin, il écrit « La guerre des Gaules fut un massacre continu ». Le massacre n'était pas un objet d'étude au début du XXe siècle et, vous l'imaginez bien, la notion de génocide n'était pas encore née. Mais il avait bien compris qu'on ne pouvait pas se contenter de compter le nombre de morts et que les ravages de la guerre englobent, au-delà du nombre de morts, des tueries de masse, le pillage, la destruction, la réduction en esclavage. Et c'est tout cela qu'on appelle violence de masse. C'est un ensemble de violences perpétrées à l'encontre des personnes et des biens. Jacques Semelin, qui est spécialiste des génocides, d'ailleurs emploie soit le terme de massacre, soit le terme de violence de masse pour se distinguer, enfin pour ne pas commencer avec la qualification juridique, mais il rend compte de cet ensemble de la violence qui est perpétrée contre des ennemis. Je parlais de ce livre, c'est vrai que les recherches sur les violences de masse découlent des travaux scientifiques sur les expériences modernes, et notamment les deux guerres mondiales, la guerre en Yougoslavie et le génocide des Tutsis au Rwanda. Et ces recherches s'intéresse donc à ce qui a été perpétré, notamment à l'encontre des civils, à l'usage d'armes de destruction massive. Et on voit bien que dans ces recherches, les violences déployées dépassent le cadre strict de la victoire militaire et des opérations même militaires. La question est de savoir donc si, au-delà des millions de combattants morts dont parle Pline, les Romains ont pratiqué ce qu'on appelle ces violences de masse pendant ou après la conquête. Et le regard que l'on peut porter sur ce type de violence, sans pas parler de comparaison, mais en tenant compte de la réflexion contemporaine sur les violences du XXe siècle. Alors, le premier constat, on l'a vu ensemble, c'est le nombre considérable d'hommes, mais aussi de femmes, d'enfants morts et aussi réduits en esclavage. Pendant la conquête, certains aussi ont été déportés par milliers pour être réinstallés dans d'autres zones de l'Empire. Je n'ai pris ici que quelques exemples pour vous donner une idée de notion de l'ordre de grandeur. Le premier concerne la victoire de Paul-Émile à Pydna, donc contre les Macédoniens en 168 avant Jésus-Christ. Et à l'issue de cette victoire contre les Macédoniens, il a ravagé l'Épire, qui était, donc on est au nord de la Grèce et à proximité de la Macédoine, et les Épirotes avaient trahi Rome, c'était leur allié, et donc ils les ont punis. Et il est question dans le texte de Plutarque en une heure, puisqu'il y a une opération commando, ils ont réduit donc 150 000 personnes en esclavage. Et vous voyez que ça va de pair, il n'y a pas que la réduction en esclavage, 70 villes, donc ça peut être des bourgades, mais 70 lieux urbains ont été saccagés. Un autre exemple de ces violences de masse, et notamment de la réduction en esclavage, c'est le cas bien connu de la prise de Carthage en 146. Et là, les sources littéraires parlent de 55 000 esclaves à l'issue de la prise de la ville. Dernier exemple pour montrer que c'est systématique et ça ne concerne pas une région ou une guerre en particulier, c'est la prise d'Atuatuca par César, donc c'est une cité de Gaule en 57, et la prise de cette ville où s'étaient réunies pas mal de personnes pour se protéger, mais lui rapporte, et c'est lui-même, il a le décompte des ventes, donc des marchands d'esclaves, il tient ses comptes, et donc c'est grâce à ces comptes qu'il sait qu'il a vendu 53 000 personnes à l'issue de la prise d'une ville. Donc la réduction en esclavage a accompagné la conquête dans tous les espaces, toutes les guerres, à l'est comme à l'ouest, au sud, dans les 3 continents. Elle a été le destin commun de tous les peuples qui ont été soumis par la force, puisqu'on peut aussi être intégré dans l'Empire
par la négociation et non pas forcément par la force. Donc ça, c'est le premier point. Outre la mort en masse, il y a l'esclavage en masse, et j'ai parlé aussi de déportation pour certains. Un troisième point, j'ai parlé des ravages des terres, et ça, c'est plus difficile, des destructions matérielles, d'évaluer pour nous. Les sources littéraires en parlent. Elles parlent de villes rasées, de villes détruites. Le cas le plus connu, c'est celui de Carthage, bien sûr, mais la même année, c'est le sort de Corinthe aussi, qui est détruite, ravagée. César nous parle des Éburons, où il a pratiqué la politique de la terre brûlée. Donc les sources littéraires en parlent. L'archéologie confirme plus ou moins ce type de destruction, montrant surtout finalement que ce que l'on détruisait, c'était soit les aspects symboliques de la ville, les murailles, ou les lieux de fortification, ou les principaux monuments. Donc il est difficile d'étudier ces traces de la violence de masse. Il y en a dans tout l'Empire, là aussi, ça a concerné toutes les guerres, mais on ne peut pas la cartographier, par exemple. Troisième élément sur lequel on peut s'interroger pour savoir à quel point les Romains ont pratiqué ces violences de masse, c'est le massacre, c'est-à-dire la mise à mort en masse, bien sûr, de personnes désarmées, donc en dehors des phases de combat. Et ce massacre est a priori surprenant puisque, en pratiquant le massacre, les Romains se privaient d'une partie du butin, puisque les populations non combattantes étaient, dans les cas extrêmes, réduites en esclavage, donc ça rapportait de l'argent ou des esclaves à Rome. Donc, a priori, le massacre a été plutôt rare. Mais c'est vrai qu'il est, de manière assez surprenante, quand même assez présent dans le cadre de la conquête de l'Empire romain. Justement, dans mon livre, dans mon étude, j'ai abouti à l'idée qu'il y a à peu près deux types de massacres. Deux types de massacres qui nous sont donc racontés et dont parfois on a des témoignages archéologiques, infimes mais quelques-uns. Le premier se passe en contexte de guerre, de combat, de bataille. Il est donc chaotique. Alors, et en général, il se situe dans la prise d'une ville ou d'un camp. Bien sûr, dans la guerre, il y a des victimes collatérales, mais dans certains récits, les Romains sont allés plus loin, ils sont allés jusqu'à tuer tous ceux qu'ils rencontraient, que ce soit des femmes, des enfants, et Polybe, pour Carthagène, en 209, nous parle même qu'il coupait les chiens en deux. Et Polybe a assisté à la prise de Carthage en 146, et il dit que ce sont les pratiques romaines. Donc il n'était pas là en 209, mais il les a vus agir en 146. Donc cette violence extrême qui est faite de débordements, elle est souvent expliquée dans les sources par la colère des Romains. La colère, et en sociologie, on appelle ça le tunnel de violence, c'est-à-dire qu'une fois entré dans la violence, dans des contextes très particuliers, c'est assez rare heureusement, celle-ci ne s'arrête plus et elle va jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'extrémité. Toutefois, l'impérator, le chef de guerre romain, était censé contrôler ces hommes et donc éviter ce genre de débordement, puisqu'on l'a dit, du coup il se prive de butin, donc il n'a pas intérêt à ce que ces hommes entrent dans ce tunnel de violence. Donc c'est pour ça que ce sont des cas assez rares, et les historiens ont souvent du mal à les expliquer, parce que normalement ça ne devrait pas arriver. Si on prend la prise d'Avaricum, donc là, elle est racontée par César lui-même. Alors, j'ai mis tout un passage, mais ce qui est le plus intéressant, c'est peut-être le moment où ils sont dans la ville, ils ont réussi à entrer dans la ville. Comme ils ne se nuisaient à eux-mêmes dans l'étroite issue des portes, nos soldats en tuèrent une partie. Une autre déjà sortie, massacrée par la cavalerie. Personne, donc là il parle des soldats romains qui sont dans la ville, personne ne songeait au pillage. Animés par le carnage de Cénaboum et par les fatigues du siège, les soldats n'épargnèrent ni les vieillards, ni les femmes, ni les enfants. Et donc il y a tout le récit avant le long récit du siège qui a été très dur, qui s'est passé pendant le printemps. Il y a eu beaucoup de pluie. Il a failli même il a demandé à un moment à ses soldats, mais vous voulez qu'on arrête, Bon, je pense pas qu'il aurait arrêté, mais on sait jamais. Et donc c'était très difficile. Vercingétorix, c'était pas loin.
Et donc il explique cette violence extrême. Il y a deux raisons. Vous voyez la vengeance de ce que les Romains avaient subi auparavant, qui avaient été eux-mêmes massacrés, et la fatigue qui entraîne la colère et ces émotions extrêmes. Et il a laissé faire. Il a laissé faire parce qu'il fallait que ces soldats trouvent une récompense à leurs efforts. Et surtout, ils avaient besoin de manger et de se reposer. Donc il fallait cette victoire extrême. Donc il y a parfois des situations où l'empereur laisse faire, ou n'arrive pas à contrôler. Il y a d'autres situations où ce type de massacre un peu chaotique, je dirais, fait les affaires de l'impérator. Et c'est le cas, notamment, un autre cas bien connu raconté par César, les Tenctères et les Usipètes, qui donc avaient traversé le Rhin et avec lesquels donc César au départ tente de négocier et puis finalement on arrive à l'affrontement. Ils sont extrêmement nombreux et le combat est difficile et donc César envoie les cavaliers germains. Il dit César envoya, il parle à la troisième personne, sa cavalerie à la poursuite des femmes, des enfants c'était une migration, donc il y avait les femmes, les enfants, les blessés, tout leur bagage et donc les femmes et les enfants ont quitté le camp et ont essayé de fuir. Et donc il a envoyé la cavalerie les tuer, pour affaiblir finalement le camp adverse, parce que quand les hommes ont vu leurs femmes et les enfants massacrés, ils ont essayé de les sauver. Et donc dans la fuite, ils se sont trouvés pris au piège entre la cavalerie et le Rhin, et ils ont été exterminés. Mais là, on voit bien que, même si c'est assez chaotique, la mort de ces centaines de milliers de gens, d'après César, ça reste tactique. C'est vraiment un usage tactique. Là, il raconte aussi clairement, chez les Éburons, donc on est en Belgique, actuelle Belgique, la tactique de la terre brûlée et de l'extermination. Il n'arrive pas à vaincre les Éburons, et donc il envoie toute son armée, et même les Germains s'ils veulent, tout le monde peut venir, aller exterminer les Éburons, et on voit bien surtout qu'ils brûlent tout, parce qu'ils cherchent le roi qu'ils n'arrivent pas à attraper. Donc ça, c'est le premier type de massacre qui fait partie de la guerre, en fait, qui intègre la dimension militaire. Le deuxième type de massacre est un peu différent. Il concerne, on pourrait dire, les ennemis de l'intérieur, souvent les populations dans l'Empire, alors, on observe qu'il y a une phase de conquête et il y a après une période de pacification, c'est-à-dire que une fois certaines populations soumises, au bout d'une génération, voire quelques années dans la guerre des Gaules, mais ça peut être une génération ou deux, ces peuples se soulèvent, n'acceptent pas la domination romaine, n'acceptent pas leur situation dans l'Empire. Et là, les massacres que l'on observe, qui peuvent être en contexte militaire ou après la victoire, sont différents parce qu'ils sont très ordonnés. On pourrait parler plutôt d'exécution de masse. Et pour les Romains, c'est l'exercice de la justice. C'est très contrôlé, c'est ordonné. On les parque tous, on leur donne rendez-vous, on les parque, on les désarme et on les tue en les ayant encerclés, par exemple. Ou alors on exécute sur la place publique les élites. Si possible, il y a toujours ce côté, les Romains n'ont pas intérêt à dépeupler leur empire. Donc s'ils peuvent se contenter d'exécuter les élites, ils le font. Ou s'ils ne peuvent pas, ils exécutent au moins tous les hommes et réduisent les femmes et les enfants en esclavage. Il s'agit en fait, dans ce cas-là, de punir et de s'en prendre à l'État ou la cité ou la communauté qui se rebelle pour qu'elle n'existe plus. Il ne faut plus que cette communauté existe puisqu'elle est un danger, elle n'accepte pas la domination romaine. Et donc il y a aussi le pillage, la réduction en esclavage, et en général le territoire d'ailleurs est donné aux cités voisines. Bien sûr, on ne va pas laisser un territoire vierge, donc il est donné aux cités voisines. Il s'agit donc de punir une trahison, un acharnement dans la guerre, de faire un exemple. Souvent, l'idée, c'est de faire un exemple assez fort pour que autour, il n'y ait pas, que ça calme un peu tous les peuples autour ou les cités alentours. Et ça a touché donc aussi bien des grandes villes que des peuples. On pense à Capoue, qui a été sévèrement puni pour sa trahison dans la Deuxième Guerre punique. Et on pense aussi aux Vénètes. César nous raconte que
il a voulu les punir. Hein. Il crut devoir tirer donc d'eux une vengeance éclatante qui a pris aux barbares à respecter désormais le droit des ambassadeurs. Il fit mettre à mort tout le Sénat, donc les élites, et vendit à l'encan le reste des habitants. Donc les Vénètes étaient les leaders de la révolte, et donc il fait un exemple avec les Vénètes de manière à ce que les peuples, donc on est en Bretagne actuelle, alentour, ne se soulèvent plus non plus. Ce type de massacre concerna aussi le massacre. Enfin, il y a un cas un peu particulier, ce sont les massacres dans les guerres civiles. Là, on retrouve les deux types en fait. Je pense aux proscriptions qui sont les plus connues. Les proscriptions, il y a une liste d'ennemis et ce sont les élites politiques que l'on veut éliminer pour asseoir sa domination politique. Donc là, on serait plutôt dans le deuxième type. Mais comme cela prend contexte dans la guerre civile et que les listes, par exemple, sous les triumvirs ont été ouvertes, qu'on appelle à la délation, qu'on appelle à la population à participer, ça crée aussi cette situation de chaos et parfois de tuerie indéterminée. Donc on a un cumul des deux types dans la proscription pendant les guerres civiles. Et je terminerai par quelque chose qui est un peu à part, qui est ni dans le type 1 ni dans le type 2, qui concerne la mort sans combat. On a beaucoup de témoignages de ce qu'on appelle le suicide obsidional, où ceux qui savent qu'ils vont être vaincus, n'ont plus trop d'espoir, se suicident collectivement. Soit de manière ritualisée, soit les hommes tuent leur famille. Et ça peut aller jusqu'à être une tactique pour les Romains lorsqu'ils font un siège, d'affaiblir, et qu'ils savent qu'ils n'arriveront pas à prendre la ville, d'affaiblir jusqu'à la mort. Donc c'est une autre forme de violence de masse. Le cas le plus célèbre, c'est celui peut-être de Numance. Alors Numance, c'est une cité perchée, donc très difficile à prendre, de Celtibérie. La Celtibérie était conquise dans les années 180 avant Jésus-Christ, mais elle se rebelle dans les années 150 avant Jésus-Christ. Et la guerre dure 20 ans, elle est extrêmement dure, et elle se termine dans la ville de Numance, enfin, autour de la ville de Numance. Les Romains, n'arrivant pas à finir cette ville, envoient Scipio Émilien, donc celui qui a pris Carthage, et qui devrait être quand même capable de prendre aussi Numance, de par ses exploits, et il ne fait pas d'assaut. Il attend, il ne leur offre pas la possibilité de se battre, et il les affame, à tel point qu'ils finissent... Appien nous dit, il leur reste une cinquantaine à la fin qui sortent misérablement. La plupart s'étaient suicidés, étaient morts de faim, de maladie, et il les décrit comme étant presque des animaux qui sortent de la ville, comme rencontre ce tableau, donc ce drame humain, qui là aussi est une autre façon de massacrer la population sans porter les armes finalement indirectement. Est-ce que vous pouvez nous dire quel regard les Romains ont porté sur ces massacres? Alors, il y a plusieurs degrés de lecture. Par exemple, là pour Numance, ça nous est raconté par Appien, qui raconte donc l'histoire presque plus de 3 siècles, presque 3 siècles après les événements. Et on sent qu'il a pitié de ces gens qu'il décrit comme étant presque réduits à l'état sauvage lorsqu'ils sortent de la ville. Je vous ai donné le cas aussi tout à l'heure de l'Épire, la suite du texte de Plutarque. Il dit bien, tout le monde eut un frisson d'horreur devant le résultat de la guerre. Donc il y a une émotion chez Plutarque, chez Appien. Plutarque écrit là aussi plus d'un siècle et demi après les événements. Donc chez les historiens, il y a ce type d'émotion qui apparaît, de jugement moral sur ce qui s'est passé. Mais pour les contemporains des faits, et là il faut revenir à César parce qu'il est à la fois acteur et narrateur, donc c'est une source indispensable dans cette étude, eh bien on l'a dit, il raconte sans détour les massacres. Et je vous ai mis quelques exemples. Il n'hésite pas à dire, bah oui, j'ai fait poursuivre les femmes, les enfants, quitte à ce qu'ils meurent pour gagner la bataille. Alors, cet état d'esprit qui peut nous surprendre, ce fait de ne pas avoir honte, au contraire d'être fier de ces types d'exploits, s'explique par le fait que dans l'Antiquité, il n'y avait pas, en fait, ce que on a appelé à partir du XVIe siècle le ius in bello, le droit dans la guerre.
il y avait un droit de la guerre, hein, il y a une référence au ius belli, au droit de la guerre, mais ça concerne essentiellement la diplomatie. On a vu tout à l'heure hein, César qui se targuait d'avoir fait respecter les règles diplomatiques parce que les Vénètes en étaient pris à des ambassadeurs. Hein, donc là, il y a ce droit de la guerre, on ne s'en prend pas aux ambassadeurs, on respecte les lieux religieux aussi, on ne s'en prend pas aux sanctuaires. Donc il y a des règles, il y a des normes. Hein, il n'y a pas de droit international, mais il y a des normes respectées normalement par tous. Que ce soit les peuples celtiques ou les peuples grecs ou numides. Mais l'autre revers, je dirais, de la médaille, hein, c'est que pour tous les anciens, tous hein, reconnaissent aussi le droit du vainqueur à disposer du vaincu corps et biens. Depuis, on trouve ça dans la Bible, on trouve ça dans les textes grecs, hein, chez Thucydide, et on trouve ça chez les Romains. Enfin voilà, toutes les sociétés reconnaissaient que le vainqueur disposait du vaincu. Alors, ce qui explique hein, que César peut parler clairement hein, des milliers d'esclaves, des millions de morts, etc., sans difficulté. Malgré cela, j'en ai parlé un peu avec Appien plus tard, il y a quand même des limites morales. Hein, il y a quand même des limites morales. Par exemple, Cicéron nous dit quand même qu'un bon chef de guerre, un bon imperator, doit moduler finalement la punition ou les représailles ou son comportement. Par exemple, il doit tenir compte du comportement de l'ennemi. Est-ce qu'il s'est acharné? Est-ce qu'il s'est rendu? S'est-il rendu à temps? A-t-il fait preuve de soumission? Donc il y a cette idée de bienveillance. Un bon chef de guerre doit être aussi bienveillant à l'égard des vaincus dans la mesure du possible. Mais quand c'est rare, hein, mais on a quelques cas où et c'est plutôt des accusations politiques d'ailleurs. Un opposant politique va dire donc à son ennemi politique va dire ah mais tu t'es mal comporté dans la guerre. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de droit, hein, donc il ne risque pas grand-chose. Et l'excuse à chaque fois, c'est ah mais ils allaient se rebeller. Leur soumission n'était pas sincère. On ne pouvait pas leur faire confiance. J'étais sur le terrain, hein, je savais qu'ils allaient trahir. Donc la seule solution, c'était de les exterminer pour avoir la paix romaine. Donc il y a toujours une façon hein, de se disculper, même dans les cas les plus extrêmes, parce que c'est assez rare, hein, où il y a une tentative pour reprocher un massacre. En revanche, le regard a été assez sévère lorsqu'il a été porté sur les guerres civiles. Hein, c'est la violence paroxystique. Et là, on ne peut pas s'appuyer sur les mœurs ennemies. On ne peut pas dire que ce sont des barbares, on ne peut pas leur faire confiance, ils nous ont déjà trahis, etc., etc. Ce genre de prétexte n'est plus valable. Et c'est là, c'est surtout dans ces cas de guerre civile où les historiens suggèrent la transgression, dont on parlait, hein, la parabeino en grec, ça veut dire la transgression. C'est pour ça qu'on a donné ce titre à ce programme. Et notamment quand on touche à des non-combattants. Alors, je vous ai mis un extrait. C'est un extrait de Tacite qui, au moment de la guerre civile, donc, qui a suivi la mort de Néron, donc on est en 69 après Jésus-Christ, et c'est la prise d'un municipe du nord de l'Italie, hein, Albintimilium. Et donc il raconte ce qui se passe lorsque la ville est prise. Irrités par ce combat, les soldats d'Othon tournèrent leur fureur contre le municipe d'Albintimilium. C'est que la bataille ne leur avait laissé aucun butin. Les paysans étaient pauvres et leurs âmes sans valeur. De plus, on ne pouvait faire de prisonniers parmi des hommes agiles et connaissant le pays. C'est en faisant le malheur de victimes innocentes qu'ils assouvirent leur cupidité. L'odieux, et le mot c'est invidia, l'infamie, de leur conduite fut accrue par la conduite exemplaire d'une Ligurienne. Elle avait caché son fils, et les soldats, croyant qu'avec lui elle dissimulait de l'argent, la torturèrent pour lui faire dire où elle cachait son fils. « Il est ici », répondit-elle en montrant son ventre. Et ensuite, ni la terreur ni la mort ne put lui faire démentir la fermeté de cette noble parole. Alors c'est intéressant ce passage parce que on est donc en contexte de guerre civile,
Et il y a une critique réelle, évidente de Tacite à l'égard des soldats, la soldatesque, qui se comporte mal, pas dignement. Mais il y a énormément d'éléments dans ce texte. Normalement, il n'y a pas d'innocence dans la guerre. C'est-à-dire que dans une communauté, tout le monde participe à la défense d'une ville, par exemple. Les femmes peuvent apporter une pierre, les enfants surveiller d'une tour. Donc, toute la communauté est solidaire et donc le châtiment touche toute la communauté. En général, les hommes sont exécutés et les femmes sont réduites en esclavage. Et donc là, elle est innocente. Cette femme, il conçoit qu'il peut y avoir une innocence dans une communauté qui est vaincue. Et pour signifier la transgression du comportement de ces soldats, il renverse les valeurs en fait. Il renverse les valeurs. Par exemple, normalement c'est l'homme qui se bat, là c'est la femme qui résiste. Donc il y a un renversement des valeurs du genre. Un renversement des statuts. La femme, ce sont des citoyens romains qui tuent cette femme, et c'est elle qui est noble, alors qu'elle est dite barbare, ligurienne, gauloise. Alors tous les habitants de l'Italie sont citoyens romains à cette époque-là. Mais il fait le contraste entre le citoyen romain et la femme barbare, et c'est elle qui est noble. Et le terme d'egregia est intéressant parce que egregius, c'est au IIe siècle, donc un peu après Tite-Live. Tite-Live, c'est le début du IIe siècle. Ça devient un statut chez les chevaliers romains. On dit qu'ils sont le chevalier peut être egregius. Et là, c'est une femme. C'est une femme et barbare entre guillemets qui est egregia. Donc il y a un renversement, une inversion des valeurs, des statuts, du genre, pour montrer la transgression. La transgression, c'est lorsque finalement il y a un bouleversement de ce qui fait la société. Il faut qu'il y ait un choc, et là il est choqué. Il y a des émotions bien sûr, mais il faut aussi qu'il y ait un renversement. On porte atteinte au sacré de la société, de la communauté, et c'est ce qui se passe dans la guerre civile, et notamment dans ce cas-là. En revanche, donc là c'est très particulier les guerres civiles, mais les pratiques d'extermination, et on pense bien sûr à la destruction de Carthage, qui est la plus célèbre, n'ont pas fait l'objet de réprobation, parce que c'est le vainqueur qui s'impose dans tout l'Empire. Et finalement, c'est une pratique courante dans la guerre. Donc il y a un contraste finalement suivant les situations. D'ailleurs, les ambassades des vaincus, lorsqu'ils viennent à Rome, je pense à l'ambassade des Syracusains vaincus par Marcellus pendant la Deuxième Guerre punique, les Locriens qui sont malmenés par le chef de garnison, toujours pendant la Deuxième Guerre punique, ils vont à Rome et ils ne parlent pas du passé. Ils ne sont pas là pour juger les Romains. Ils ne rappellent pas les malheurs que leur communauté a pu vivre, le massacre, ils n'en parlent pas. Ils parlent du présent et de l'avenir. Ils savent qu'ils ne peuvent rien reprocher aux Romains qui, en contexte de guerre, finalement, ont appliqué le droit du vainqueur. Mais ils essayent d'améliorer leur situation actuelle ou future dans l'Empire, d'obtenir les meilleures conditions possibles pour l'avenir. On ne juge pas le passé, on espère améliorer l'avenir. Et le seul moment où finalement il y a une critique de ce que font les Romains dans la guerre, je ne parle pas de la guerre civile mais de la guerre de conquête, on la retrouve indirectement. C'est-à-dire qu'un historien va recréer un discours, le discours d'un ennemi, et par exemple Philippe de Macédoine, et dans ce discours de l'ennemi, il va dire, mais vous connaissez bien les Romains, vous savez ce qu'ils font, vous savez qu'ils exterminent, regardez ce qu'ils ont fait à Capoue, regardez ce qu'ils ont fait ailleurs. Et ce discours est fait pour motiver les troupes, pour aller jusqu'à l'extrême, pour se battre jusqu'à la mort, jusqu'au bout. Donc c'est une façon de les motiver en disant, si c'est la mort dans le combat ou la mort par les Romains. Et donc, à la fois, on pourrait dire, là, Tacite, Tite-Live dénonce ce qu'ont fait les Romains, indirectement. Mais
cette extrême violence va justifier la réponse des Romains. De toute façon, ils étaient acharnés. Philippe, il serait allé jusqu'au bout. Donc, on ne peut pas négocier avec Philippe. On ne peut pas négocier avec Carthage. Donc, à la fois, on pourrait dire que c'est une réponse, d'une manière, l'historien réprouve, hein, en dénonçant, mais à la fois, ça justifie aussi ce qu'ont fait les Romains. Donc, il y a un récit assez complexe à deux lectures, hein, dans les textes. Alors, vous avez abordé la question des exterminations. Vous-même, vous avez fondé votre recherche sur des travaux contemporains qui analysent le génocide. Est-ce qu'on peut parler de génocide lorsqu'on aborde la question des guerres romaines? Alors, le génocide, donc c'est une notion, hein, qui est celle de Raphaël Lemkin, qui a été formulée dans le cadre, hein, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à propos donc du génocide des Juifs dans l'Allemagne nazie. Mais Raphaël Lemkin avait commencé sa carrière dans l'entre-deux-guerres et s'était beaucoup intéressé au sort des Arméniens. Et donc, sa conception juridique se fondait sur un cas passé et non pas un cas unique qui était celui dont il était aussi contemporain et qui a intégré la définition de l'ONU par la suite. Et donc, dès la conception de ce crime, hein, qu'est le génocide, il a été envisagé par celui-même qui l'a conçu, qu'il pouvait y avoir une historicité de ce type de crime. Et lui-même, à la fin de sa vie, il n'a pas eu le temps de le faire, mais il l'a préparé. Il avait préparé une histoire des génocides. Et donc, il avait préparé des études de cas, des fiches, et une de ces fiches concernait Carthage. Pour lui, Carthage était un génocide. Donc, à la suite de ce début de réflexion, lorsque le génocide est devenu aussi un concept historique, hein, dans les genocide studies, c'est-à-dire, il y a eu cette volonté d'historiciser et de rechercher dans l'histoire d'autres cas. Et donc Carthage a été finalement le premier cas développé, même par des non-spécialistes d'histoire romaine, mais voilà, puisque Lemkin avait sélectionné Carthage, on pouvait dire que Carthage était un génocide. Et depuis, il y a d'autres cas, d'autres histoires, hein, qui sont considérées comme des génocides. C'est plus récent, par exemple, pour ce qu'a fait César. On trouve dans une certaine littérature le fait que, quand il s'en est pris aux Éburons, même aux Tintères et aux Usipètes, ce seraient des génocides. On le trouve dans la littérature, je dirais, grand public, mais aussi dans la littérature savante. Donc c'est quelque chose qui est discuté, cette réflexion sur est-ce que les anciens ont commis des génocides. Il y a aussi des cas pour les Grecs, il y a des cas pour les Assyriens, enfin bon, c'est pas que les Romains, là encore, je l'ai dit au début de cette conférence. Alors, je vais parler de mon sentiment sur la question. J'ai bien conscience qu'il n'est pas partagé, qu'il est discuté et discutable, et peut-être que je changerai d'avis, c'est un sujet extrêmement complexe. Pour moi, il y a quand même une distinction majeure entre les exterminations antiques, dont je vous ai parlé, donc celles des Romains, et les génocides contemporains. Pour les Romains, l'extermination n'était pas une fin en soi, c'était un moyen. C'était un moyen d'arriver à ses fins. Par exemple, achever au plus vite une guerre, vaincre, on l'a vu par exemple avec les Tintères et les Usipètes. Tacite nous dit bien, que pour eux, finalement, une fois que le combat est engagé, quand il y a une forte résistance, quand l'ennemi ne se veut pas soumettre, eh bien, il n'y a que la mort de l'ennemi qui peut assurer la victoire, puisqu'il peut ensuite, même avec une paix, trahir, revenir dans la guerre, se ressaisir, tout est possible. Donc c'est un peu l'idée, c'est soit la soumission, soit l'extermination. Mais il y a plusieurs phases, c'est-à-dire que les Romains d'abord négocient, essayent d'obtenir la soumission par la négociation. Il peut y avoir une récurrence des guerres avant d'en arriver à l'extermination. C'est pas forcément la première option. Et on a un cheminement comme ça vers la victoire définitive. C'est le cas j'ai parlé de Carthage, il a fallu 3 guerres quand même, et dans un premier temps, on a négocié la paix.
et à la fin, ils ont exterminé les Carthaginois. Toutefois, que ce soit les Puniques autour de Carthage, j'ai parlé de Numance, les Celtibères, il y avait tous les Celtibères qui n'étaient pas dans Numance, tous les Puniques qui n'étaient pas dans Carthage, ils n'ont pas été exterminés. C'est-à-dire qu'une fois la ville prise, donc une fois la victoire assurée, César, pareil avec les Éburons, il les a pourchassés, les a exterminés, mais une fois qu'il a estimé que la victoire était acquise, il est rentré tranquillement à Rome. Donc il n'y a pas d'acharnement, c'est pas un programme, c'est pas un programme d'aller exterminer les Éburons, c'était éminemment tactique. Si je reviens sur Jacques Semelin, puisqu'en effet je me suis appuyé beaucoup sur son travail et d'autres travaux de l'époque contemporaine. Il y a vraiment un dialogue. D'ailleurs, le programme Parabeno faisait dialoguer le monde contemporain avec le monde antique. Il y a une idée qu'on peut... le dialogue est intéressant pour avoir un regard, parfois de comparaison, mais aussi un autre regard sur ces sources, les lire différemment. Et donc, dans son travail, il a défini, pour l'extermination, ce qu'il appelle la destruction d'une collectivité, donc c'est le massacre, le pillage, les destructions matérielles, l'esclavage, la déportation. Il dit qu'il y a deux finalités. La soumission, hâter l'achèvement de la guerre, voire d'une campagne militaire, et l'éradication. Le processus dans lequel la figure d'un ennemi est celle de trop, c'est-à-dire que ce qui justifie l'éradication, c'est donc le génocide est un moyen pour dire qu'on prévoit, il y a un programme, on prévoit l'extermination, quelles que soient les modalités. Les victimes d'un génocide, à mon sens, ne peuvent pas être comparées aux victimes de l'extermination lorsque l'extermination est celle d'un ennemi de l'extérieur, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on a des relations diplomatiques, quelqu'un que l'on affronte sur le champ de bataille, dans les règles de l'art, je dirais. Et c'est vrai que les Romains, exterminés à la fin, ça faisait partie de la norme, finalement, ce qui n'est pas le cas de nos jours, bien heureusement. Mais, à mon avis, on doit distinguer ce type de rapport à l'autre de celui qui est ce qu'on appelle le programme génocidaire, qui vise à purifier sa propre communauté. Les génocides, ceux qui ont été reconnus comme tels par la justice, ont lieu sur le territoire du perpétrateur. Et donc, c'est ce qu'explique Semelin, il s'agit de purifier sa communauté d'un groupe qu'on estime nuisible et qu'on veut sortir de soi-même pour sa propre survie. Donc il y a tout un discours de purification qu'on ne retrouve pas du tout chez les Romains, et même dans les récits césariens. La limite pour les Romains, c'est la victoire militaire. Pour les génocidaires, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite à l'éradication. Même s'ils ont pu avoir un regard... plus tard, qui parle presque de crimes contre l'humanité, quand ils parlent de ce qui s'est passé dans les... Donc, ça ne minimise pas les horreurs. Je ne veux pas minimiser les horreurs de ce qu'ont fait les Romains. Mais je pense qu'il y a, à mon sens, mais c'est mon point de vue, et je peux comprendre qu'on ait un autre point de vue, qu'il y a quand même une différence avec les génocides contemporains. Autre différence aussi, et qui doit être perçue, qui doit être réfléchie en même temps, c'est ce qui caractérise l'Empire romain. Ce qui caractérise l'Empire romain, c'est le processus d'intégration. C'est le processus d'intégration. Les Romains ont intégré les Italiens, les Latins, les Italiens, puis les provinciaux. Alors, c'est sûr, il fallait attendre des décennies, voire un siècle, des siècles, pour intégrer les vaincus. Mais les Romains, lorsqu'ils donnent la citoyenneté aux Gaulois, lorsqu'ils la donnent à un Celtibère, à un Macédonien, à un Punique, ils savent bien qu'ils la donnent à un Gaulois. Ils savent bien qu'ils la donnent à un Macédonien. Ce n'est plus un ennemi, mais c'est quand même une autre identité. Et ils les intègrent malgré tout. Finalement, ces survivants de la guerre, ces survivants de ces exterminations, de ces horreurs, de la soumission, etc., gardaient leur identité. On ne leur imposait pas une nouvelle identité. Ce qui est un élément de pratique
parce que le génocide, il y a aussi une réflexion sur les pratiques coloniales, notamment en Amérique du Nord ou en Amérique centrale. Eux, les Romains concevaient qu'on pouvait se réclamer de deux patries. On connaît Cicéron qui dit j'ai deux patries, Arpinum et Rome. Puisqu'on est à Lyon et qu'il y a la table claudienne à Lyon, il y a aussi il n'y a pas que la table de Claude, qui reprend le discours de Claude au Sénat. Il y a aussi le récit de Tacite qui reprend en grande partie la table de Claude, et il fait le parallèle. Et peut-être que Claude l'avait fait, parce que Claude était très érudit, il connaissait bien l'histoire. Il fait le parallèle avec les Grecs, avec Athènes. La force de Rome, c'est qu'elle intègre ses vaincus. Alors, ses vaincus, pas ceux qui viennent juste d'être vaincus, il faut quand même un temps. Mais elle intègre. Alors que les Grecs, et notamment les Athéniens, avaient une citoyenneté fermée. Et c'est comme ça qu'ils ont péri. C'est comme ça qu'ils sont affaiblis. Et c'est ça la force de Rome. C'est la capacité à intégrer ces peuples qui étaient vaincus et qui ont gardé leur identité et leur diversité culturelle, leur religion, leur langue, leur rythme de vie, enfin tout ce qui faisait leur identité culturelle. Et donc cette conception de la citoyenneté fait l'unité et la pluralité que l'on retrouve dans l'Empire, et donc qui a été mis à l'honneur dans cette très belle exposition dont j'ai pu aussi profiter. Je vous en remercie. Merci à vous pour votre présentation.